Robert Saintonge in memoriam. Décédé le 25 novembre 1994 à Montréal, Robert Saintonge faisait partie de nos invités de prédilection, surtout qu'il était physicien. Il était tout à fait compétent pour faire le pont entre les connaissances ésotériques et la science conventionnelle. Alors, en mémoire de Robert Saintonge, même si nous sommes dans une période de l'année où nous pensons aux réjouissances, quoique dans certains pays, le départ de ce monde pour un monde meilleur est considéré comme un moment de joie, nous allons nous rappeler un peu ce que nous a transmis Robert Saintonge au cours de ces années. Alors, à l'aide d'extraits d'archives, qui des fois, évidemment, la qualité laisse un peu à désirer, vu l'ancienneté de ces documents, nous aurons l'occasion de retrouver l'essentiel du message de Robert. Alors, vous saviez que c'était lui-même un Trekkies, il était mordu de Star Trek. Alors, nous allons le retrouver dans des bons moments où il nous parlait de Star Trek. Nous allons le retrouver au moment où il faisait des séminaires. Il enseignait pendant une journée complète des connaissances sur les techniques de magie opérationnelle en rapport avec les connaissances scientifiques et les connaissances ésotériques. C'était d'ailleurs le point fort de Robert Saintonge, être capable de faire le pont entre la science et les connaissances spirituelles. Donc, retrouvons notre ami Robert Saintonge jusqu'à ce qu'à la fin de l'émission, on se retrouve au moment des obsèques qui ont eu lieu à Montréal, dans l'église Saint-Alphonse-d'Youville. Alors voici, en la mémoire de Robert Saintonge, notre ami à tous, des documents d'archives qui nous permettent de bien se souvenir de lui. Un peu comme cette flamme qui montre bien l'énergie de lumière dont il nous a si souvent parlé. Bonjour Robert, c'est à toi Bonjour. cette belle maquette, c'est à Ben toi oui. ce fameux phaser. Ben oui, là j'ai l'air d'un bébé là. Non, mais dans le quartier, les enfants qui auraient ça, Oups. là, ils battraient tout le monde. Ah, il est parti là? Puis le pire, là, c'est qu'il Ah, il est fonctionnait. caché. Hein. Il a déjà fonctionné cet appareil-là. Oui. Ben, fonctionnait. Tu sais, je dois dire aux gens là, que Robert Saintonge s'est déjà fait visiter par l'HCMP parce qu'il avait mis au point des affaires, des bebelles. Puis les bebelles qui fonctionnent, des fois, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Ils Ça ont fait démoli certains quartiers généraux de Robert Saintonge, puis ils ont fait comprendre aux petits gars que, tu sais, je dis, t'as appris des belles choses à l'université, mais c'est en théorie, tu sais. Mhm. Laisse-les en théorie. Quand C'est ça fait- vrai que j'ai eu la visite de la RCMP. Ben oui. Ça n'avait pas rapport avec le phaser. Non, ça avait rapport au secours volant. Ouais. C'était pas loin non plus, parce que si on regarde la maquette principale, on voit très bien qu'il y a comme une espèce de soucoupe là-dessus, là. Quand c'était designé, j'ai ici des petits Montre-nous ça. Ouais. des choses sur les premiers plans qui ont été établis avant d'avoir la maquette telle qu'elle est là. Vous avez ici en haut le salaire d'un satellite. Hein? Il y a première version avec des portes qui s'ouvraient comme ça pour laisser sortir, pour prendre de l'énergie solaire. Ensuite, ils en ont fait une comme ça avec les deux moteurs, la coupole, mais c'est une sphère. On voit l'autre version ici, non? Et puis finalement, ils ont décidé de faire ça comme ça avec la soucoupe faite aplatie. Tu nous as fait remarquer une chose étonnante, c'est que ça, c'est l'appareil qui appartient au bon dans la série Star Trek. C'est ça. On voit ici en haut les plans des deux. Ça, c'est bien sûr là, l'Enterprise, La fédération. la Fédération des planètes habitées qui sont les bons. Mhm. D'à côté, on voit le plan de... Et Klingons. Les Klingons, c'est les méchants. C'est les méchants. C'est les méchants parce qu'ils tapent sur la tête de la fédération, mais ils sont pas méchants dans leur propre système. Ils sont très loyaux, sont très courageux, royalistes et tout. Mais c'est évidemment, c'est un peu comme les Russes et les Américains. Si on est Américain, on dit que les Russes sont méchants. Si on est Russe, on dit que les Américains sont méchants. Mais vous remarquerez une chose, ils sont très barbares, par exemple. Ils sont très barbares dans le sens là, de civilisation sauvage, Sanguinaires. là. sanguinaire. Et remarquez, lequel des deux ressemble le plus à un de nos vaisseaux? Lequel des deux ressemble le plus à quelque chose qu'on aurait construit nous autres? Ça ressemble bien plus. Bon, on dirait que c'est des ailes d'avion. là, C'est puis ça. un C'est avion. notre avion qu'on a mis dans Ben, le l'espace. X-15, puis les nouveaux modèles d'avions bombardiers Mhm. américains, ça ressemble à ça. Autrement Mhm. dit, tu veux nous faire croire que nous faisons partie des Klingons. Non. Non? Fais-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que cette émission-là a été amenée à nous. De où ça vient, on n'en a aucune idée. Ça vient dans la tête de Gene Roddenberry, mais où est-ce que lui l'a pris, on ne sait pas. Moi, je dis que ça vient du futur, mais Gene c'est... Roddenberry, c'était qui, ça? Un homme de science? Non, c'est un policier. Un policier de Los Angeles
qui, depuis qu'il était tout petit, qui avait l'idée de faire une émission dans l'espace, puis il savait qu'il y aurait un extraterrestre avec les oreilles pointues, puis il savait qu'il y aurait un capitaine qui serait bien jeune avec un vaisseau qui se déplacerait plus vite que la lumière. C'est bien évident que quand il est arrivé au réseau, pas au réseau, mais dans les studios de cinéma pour parler de ça, on le regardait avec des grandes oreilles, tu sais, je veux dire, de quoi tu parles? Hein, tu veux-tu qu'on perde toute notre code d'écoute en mettant un bonhomme qui ressemble à Lucifer, tu sais? Mais pour lui, dans sa tête, c'était ça qu'il voulait. Il voulait absolument ça. Et vous remarquerez une chose, c'est le premier extraterrestre qui a apparu à l'émission, à la TV, et qui a été apprécié par les gens. Beam me up! On le voit justement qui tient le fameux phaser. Phaser, ouais. OK, phaser, si on veut savoir ce que c'est, là, c'est qu'à l'époque, quand ils ont bâti l'émission, ils voulaient prendre des lasers. Des lasers. On voit à quel point le tien est très authentiquement pareil. Hein? Oui. C'est toi qui l'as fabriqué complètement. Il n'est pas en plastique. Là. Non, il est en métal, en aluminium avec un circuit électronique dedans et tout. Les boutons de contrôle, tout est là. Hein? Oui. C'est que, voyez-vous, on ne voulait pas prendre laser parce qu'on se disait, si on prend des lasers, l'émission ne sera pas encore sortie qu'on va être démodé. Parce que les lasers, ça existe pour tout le monde. Fait qu'on a dit, on va prendre des phasers. D'ailleurs, une phrase que je citerai de M. Roddenberry, c'est, je vais la faire en français par exemple, et il dit, c'est tellement difficile, parce que des gens lui posaient des questions sur comment ça marche les phasers, comment ça marche les transporteurs, comment ça marche les warp engines. Lui, il a sorti, il dit, c'est tellement difficile de les sortir, c'est encore bien plus difficile de les expliquer. Fait que lui, ça y rentrait tout simplement dans la tête, puis les explications, il les sortait comme ça, là, mais je veux dire, c'était déjà bien dans sa tête. Mais quand vous prenez une structure atomique, OK, il y a une distance intermoléculaire, et ça correspond à une certaine longueur d'onde, d'accord, qui est proportionnelle à la distance entre les deux atomes. Si vous émettez un rayon de lumière, comme un laser, dessus, pour être capable de le briser, il faut que la longueur d'onde de votre rayon soit proportionnelle à la longueur d'onde qu'il y a ici. C'est la seule façon que vous allez être capable de faire briser la chose. Avec un laser, ça implique avoir à changer la fréquence du laser. Ça, c'est presque impossible. On a des lasers variables là, au CO2, là, où tu peux changer la fréquence, mais c'est à l'intérieur d'une zone bien définie. Alors que si tu prends, au lieu d'avoir un laser qui s'en va toujours continu comme ça, tu le prends, tu fais moduler. OK? À ce moment-là, la fréquence que tu vas moduler ton rayon de lumière, tu peux la faire comme tu veux. OK? Et en modulant ton rayon de laser de façon à ce que l'onde modulée soit en phase avec ce qu'il y a ici, vous avez un phaser. C'est ce qu'on trouve dans le film de science-fiction Dune. C'est avec même la chose, voix, là. Le son. C'est ça. C'est le son, mais c'est un son qui est modulé avec une certaine fréquence et qui va faire disparaître la chose en avant. Si on regarde les photons torpilles, avant de regarder les photons torpilles, on va penser aux réacteurs. Hein, je veux dire, on a des réacteurs. Ils sont allés voir Caltech et puis JPL, Jet Propulsion Lab, puis ils leur ont demandé quelle serait la source d'énergie pour un vaisseau comme ça. Les gars de Caltech ont été très très gentils, ils ont été bien ouverts avec, ils ont eu énormément de recherches avec Caltech puis JPL. Les gars leur ont dit, bon, premièrement, l'énergie nucléaire, oublie-la. Parce que tu n'auras jamais assez d'énergie avec un atome pour être capable d'amener un vaisseau plus vite que la lumière. Propulsion ionique, l'énergie ionique, l'énergie électrique, c'est la même chose, on n'aura jamais assez d'énergie. Il dit la seule chose, ça c'est JPL, la seule chose, il dit, qui vont être capables possiblement de générer assez d'énergie, c'est la réaction de la matière avec l'antimatière. Là, où les gros points d'interrogation qui apparaissent. Tantôt, le monsieur il a parlé qu'il y avait un univers qui tournait à gauche, puis un univers qui tournait à droite. Bon, ben l'univers qui tourne à droite, c'est un univers de matière. L'univers qui tourne à gauche, c'est un univers d'antimatière. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la physique. OK? Tu as un univers, un spin d'un bord. Comme un électron, par exemple, il va spinner autour de son noyau avec un spin, on va dire plus une demi. Bon, ben si vous prenez l'anti-électron, c'est-à-dire l'électron d'antimatière, lui, il vire à l'envers. Il tourne sur l'autre bord. Sa charge est opposée, tout est à l'envers. Si vous prenez une petite particule de matière, puis une petite particule d'antimatière et que vous les laissez se combiner ensemble,
ça va libérer au complet toute l'énergie qui était consommée avant dans la matière. Quand vous dites qu'avec une bombe H, on libère à peu près 0.000000001 de l'énergie qu'il y a dans la matière, maintenant mettez un 1 ici. Vous faites sauter la ville de New York avec 1 gramme. C'est puissant. Donc, les réacteurs qu'il y a dans Star Trek, c'est pas une folie, mais c'est de la projection scientifique, c'est nos prochains réacteurs. Pendant qu'on a un physicien sous la main, on va lui demander comment il marche le fameux beam me up, là. OK. Le Téléporteur. Téléporteur. Ça, c'est Ça se peut-tu, ça? permis, oui. Parmi toutes, ça fait 10 ans, au moins, sinon 20 ans, que les scientifiques essaient de faire ça. On a réussi à date à transporter un cube de matière inerte d'un endroit à l'autre. Mais on s'est ramassé à l'autre bout, c'était plus un cube, c'était un morceau amorphe. S'il avait été vivant, il serait plus vivant. Mais l'important, c'est qu'on a réussi à transporter un bloc d'un point à l'autre, à date. On n'est pas capable de transporter de la matière animée, puis on n'est pas capable de faire garder la forme. Voyez-vous, je veux dire, si vous partez avec un cube, puis vous le transportez à un autre endroit, vous allez vous ramasser avec un... Vous allez avoir la même quantité de matière, la même quantité de matériel, mais la forme va avoir été perdue. Évidemment, si vous prenez un corps vivant, ben, je veux dire, vous avez plus le cœur à bonne place, vous avez la tête aux pieds, puis vous avez mal aux reins. On a peut-être déjà été transporté, puis on s'est ramassé avec des pieds. Bon. Comment ça fonctionne, c'est basé sur un principe bien simple de la mécanique quantique qui est absolument aberrant. Mais c'est de la mécanique quantique, c'est de la physique. Ça dit que la seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que la probabilité que vous soyez ailleurs est plus faible. C'est con, hein? Mais c'est vrai. Si vous réussissez à modifier les probabilités de ici à là, alors à ce moment-là, vous allez vous déplacer là, sans jamais avoir passé par l'espace entre les deux. C'est ça le téléporteur. Vu par la mécanique quantique. Vu par la relativité, le téléporteur, c'est que vous avez pour toute matière une certaine quantité d'énergie de confinie dans cette matière-là. C'est l'équation d'Einstein, E égale mc carré. Bon, mais cette énergie-là, ce que vous faites, un coup qu'elle est sous forme de lumière, bien, vous la transmettez comme une onde électromagnétique, comme CKAC qui broadcast à travers les ondes, à travers l'atmosphère jusque dans l'espace. Bien, ils prennent leur antenne, puis ils broadcastent jusque sur la planète, puis là, petit carré apparaît là. Et comment ils peuvent faire pour rematérialiser très précisément à tel endroit? Tu sais, ils descendent là, au coin d'une rue, c'est en plein là qu'il faut. Bon, ben OK, tu as des coordonnées dans l'espace, comme tu as des coordonnées dans le temps, comme tu as des coordonnées biologiques électriques. OK? Le corps physique biologique est entouré d'un champ électrique. Et c'est ce champ électrique-là qui détermine quel atome va être où. OK? C'est-à-dire que, regardez bien ce que je veux dire. Si vous vous coupez, d'accord? Il y a des cellules qui vont prendre la place des anciennes qui ont été coupées. Mais qu'est-ce qui fait que les cellules qui prennent la place savent quelle sorte de cellules qui doivent être? Qu'est-ce qui fait que ces cellules-là savent où aller? Qu'est-ce qui fait? Parce que regardez, au bout de 6 mois, vous n'avez plus rien, il n'y a plus une cellule, sauf celle du cerveau, qui est la même. Mais qu'est-ce qui fait que les cellules du nez savent se mettre là, puis ils ne vont pas se mettre là? Pourquoi que les oreilles ne nous poussent pas ici, au lieu de nous pousser là? Je veux dire, une cellule, c'est pas intelligent. Je veux dire, pourquoi casser qu'il faut qu'elle soit une oreille, ben là, casser qu'il faut qu'elle soit un morceau de nez? Bon, mais ça, c'est les recherches qu'on a obtenues à date, là, qu'on a fait, c'est récent, c'est dans les dernières 2-3 ans. On s'est aperçu que le champ électrique était justement biogénétique, c'est-à-dire qu'il formait la forme génétique biologique. Qu'à ce moment-là, si vous êtes capable de... Parce qu'un champ électrique, c'est un champ, c'est un... Moi, je dirais bien, c'est un lieu de l'espace, c'est une géométrie de l'espace, c'est pas vraiment matériel. Vous pouvez transporter un champ électrique aussi bien que vous pouvez transporter un objet matériel. Fait que si vous avez retransporté votre champ électrique autour tel qu'il était originalement, bien, lorsque les atomes vont se reformer identiquement comme il était avant. Pensez-vous, là, Robert Saint-Onge, que c'est une science là, qu'on retrouve dans Star Trek qui est à notre portée, que d'ici 10 ans, on va être capable de faire tout ça? Non. Dans combien de temps? Ils ont réussi parce que, voyez-vous, l'épisode se situe en 2312. Ah, Star Trek, ça se passe en 2312. Ouais. Est-ce qu'en 2312, ça se pourrait que l'humanité terrestre soit capable de faire ça? On va être plus loin que ça. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre On va être plus loin. S'il y a pas, écoutez, on va être Star Trek où on sera plus, là. Mais si on est Star Trek, moi, je prévois que 2002, là,
On va avoir dépassé ça. On va se déplacer d'un bord à l'autre de l'univers sans même... mais on n'aura même plus besoin des Warp Engines. Vous savez le truc, parce que eux autres ont des transporteurs, mais ils n'en sont pas servis. Vous savez, les Warp Engines qu'ils appellent, là, ça vient directement, croyez-le, au nom de la relativité générale. Très rapidement, 30 secondes. Très rapidement, 30 secondes. Vous avez une machine qui est là, puis vous courbez l'espace en avant de lui comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? La boule, elle cherche à tomber, mais si le trou se déplace en même temps que la boule, il cherche toujours à tomber. Ben, c'est ça, le Warp Engines. Bon, ça, là, c'est ce qu'on appelle la gravité. Alors, c'est ça, hein? Robert Saint-Onge, on n'a plus de temps ensemble. J'espère que vous n'avez pas trop perdu. Merci, Robert Saint-Onge. Merci.